20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Train express régional, c'est parti pour les opérations de démolition. Elles se font sous escorte policière. Nous ferons le point avec le préfet du département de Rufisque dans ce journal. La sortie de Modou Diagne Fada sur l'affaire Mamadou Ndoye. Le député fustige la démarche et parle de corruption de la part de l'État. Il propose un financement des partis politiques par l'État pour exercer un meilleur contrôle. Le Sénégal choisit la France pour célébrer la journée internationale du tourisme. Sur le terrain, les acteurs ne sont pas au courant des activités. L'expert Mamadou Diallo, de son côté, déplore ce qu'il qualifie de manque de volonté de la part des autorités étatiques. Zoom dans ce journal sur le phénomène du pari-foot chez les jeunes. Les craintes des parents sont réelles avec la proximité des lieux de paris des établissements scolaires. Le ministre de l'Éducation nationale appelle à la vigilance. Voilà le sommaire de ce journal. On n'oublie pas l'invité du 20h. Il s'agit d'Abdou Sané, membre du comité international de lutte contre l'exploitation du zircon en Casamance. Il sera avec Mahmoud Ibrakan. Bienvenue à toutes et à tous. Train express régional, les opérations de démolition ont débuté à Rufisque sous escorte policière. Le préfet du département qui était sur les lieux a apporté des précisions sur les opérations et le nombre de personnes impactées par le projet Baye Omigay que je vous propose d'écouter au micro d'Ousseynou Thiam et Biradiagne. Aujourd'hui, c'est le département de Rufisque qui est prévu pour libérer l'emprise du train express régional. Et il y a eu déjà le recensement qui a été fait, et les indemnisations qui ont été effectuées, mais aussi les sommations servies aux différents occupants avant de procéder à la libération effective de l'emprise. Oui, sans doute, parce qu'il est beaucoup plus difficile de faire des opérations de déguerpissement sur des maisons à usage d'habitation. Et ensuite, du point de vue social, déplacer une famille est toujours difficile. Pour laquelle tout cela est pris en charge avec l'accompagnement de l'APIX pour pouvoir aider ceux qui sont impactés par le train express régional de pouvoir se reloger et trouver un autre toit ailleurs. Parlons politique à présent. Les 4 millions reçus par Mamadou Ndoye de la LD continuent de défrayer la chronique. Le parlementaire Modou Diagne Fada déplore ce qu'il qualifie de corruption d'État. Le député propose un financement des partis politiques par l'État pour un meilleur contrôle des finances de ces derniers. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Cheikh Hassan Affal et Tierno Laurent Mendy. Nous notons l'importance du financement public et direct des partis politiques parce que ça renforce la démocratie. Aujourd'hui, nous parlons de millions distribués à gauche, distribués à des partis, distribués à des hommes politiques, sans aucune forme de transparence. Si les partis étaient financés, ils auraient à faire face à la Cour des comptes, à l'inspection générale d'État, et on comprendrait bien comment certains partis sont financés. Donc, je fais partie en tout cas des leaders politiques qui appellent à un financement direct des partis politiques en tenant compte de leur score aux élections législatives, de leur score aux élections municipales pour pouvoir avoir une bonne clé de répartition en direction des différentes formations politiques qui ont accepté de participer aux jeux électoraux. Mamadou Diagne Fada était à l'Assemblée nationale pour la clôture de la première session extraordinaire. Les députés de la 13e législature ont apprécié diversement la séance de travail et la composition de l'Assemblée nationale. Certains réclament beaucoup plus de temps et de sérieux pour l'analyse financière du budget du gouvernement. Les détails avec Cheikh Hassan Affal et Tierno Laurent Mendy. Clôture de la première session de la 13e législature. Des moments de retrouvailles et d'échanges pour les députés. Occasion saisie par Modou Diagne Fada pour se prononcer sur la composition de cette nouvelle législature. Le début de cette nouvelle législature ne permet pas de dire que nous allons améliorer la situation comparativement à la 12e législature. Parce que nous avons pris les mêmes et nous allons refaire la même chose. Il faut tout simplement regretter cela
Une première session bien appréciée par d'autres parlementaires. L'ambiance est bonne. Le président est en train vraiment de nous expliquer le rôle du député. De toute façon, ce que nous pouvons dire, c'est que la séance vraiment que nous sommes en train de vivre, c'est une nouvelle vie qui commence pour nous en tant qu'élus, mais tout cela au service de la République. Je crois que tous mes collègues députés, pouvoir comme opposition, ont la conscience aujourd'hui qu'ils sont là pour une mission. Cette mission, c'est la défense des intérêts du peuple sénégalais. La prochaine session des locataires de l'hémicycle portera sur le vote du budget. Il faudrait donner le temps aux députés pour épulcher, pour étudier, pour examiner la loi de finances initiale 2018. Et je dois dire que lors de la dernière législature, nous n'avons jamais eu le temps d'étudier convenablement, de façon approfondie, la loi des finances initiale. Alors que c'est à partir de cette loi qu'on va mesurer, en tout cas, les programmes, la qualité des programmes, la qualité de leur financement, mais aussi l'échéancier établi par le gouvernement pour exécuter certains programmes de développement. Ouverte depuis le 14 septembre, la première session extraordinaire de la 13e législature se termine dans une ambiance sereine, en attendant le début des travaux pour représenter dignement le peuple sénégalais. Toujours en politique, Abdoulaye Wade dit niet au dialogue national. Selon lui, le chef de l'État, Macky Sall, n'a pas mis en place les dispositions nécessaires pour un dialogue franc et sincère. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Habib Faye et Younous Diatta. S'agissant de ce que Macky Sall appelle le dialogue national, le comité directeur note qu'il n'est pas dans l'attitude d'un homme qui veut dialoguer. Lorsqu'on constate que, par un choix qui lui est propre, il est en présence d'une série de problèmes qu'il pourrait résoudre aussi rapidement qu'il les a créés, mais qu'il n'aborde même pas, espérant faire passer le produit de sa turpitude au compte des profits et des pertes de l'élection. Après avoir organisé une fraude à grande échelle, sans précédent, et s'être doté d'une assemblée sans légitimité, Macky Sall veut tromper l'opinion en couvrant une voie tonitruante, en soi-disant dialogue national ou une paix sociale. Le PDS. C'était lors du comité directeur du Parti démocratique sénégalais où le retour de Karim Wade au Sénégal a été annoncé. À cette occasion, l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade, en a profité pour manifester son désaccord sur la nomination d'Aliou Sall à la tête de la Caisse des dépôts et consignations. Compte rendu signé Habib Faye et Younous Diatta. Des acclamations de remerciements. Les militants du PDS accueillent le pape du Sopi, qui à son tour fustige l'attribution de la Caisse des dépôts et consignations à Aliou Sall. C'est une affaire d'argent. Notre souci, c'est pourquoi il l'a donné à son frère et pas celui d'un autre. Nous savons que dans la Caisse des dépôts et consignations, nous pourrons prendre de l'argent dans cette caisse, car c'est le patron qui décide et donne des ordres. Cette caisse, nous pourrons faire beaucoup de choses illégales. C'est honteux. Mais Macky Sall est comme ça pour nous les Sénégalais. Tout le malheur que traverse le pays, c'est à cause de lui. Et si nous faisons le décompte, nous n'allons pas terminer. Ouf de soulagement pour le PDS. Karim Wade va effectuer son retour en 2018. Nous sommes dans une période de renouvellement du parti jusqu'au Congrès.
Karim Wade est notre candidat. Nous pensons qu'il va rester notre candidat et on va pouvoir imposer sa candidature. Ça, c'est notre point de vue, nous, en tant que Parti démocratique sénégalais. Cependant, le parti sera réorganisé. Vraiment, avec le placement des cartes, le parti va se renouveler profondément et nous allons mettre les hommes à la place qu'il faut dans l'ensemble des structures du parti. Le grand congrès du PDS est prévu en juin 2018 en présence de Karim Wade. Selon Oumar Sarr, Karim Wade est et sera le candidat idéal pour le PDS, mais Macky Sall lui tend un piège avec la nomination de Aliou Sall, son frère, au niveau de la caisse des dépôts et consignations. Vous l'annoncez en titre, la journée internationale du tourisme. Le Sénégal a choisi la France pour marquer l'événement à la Pointe des Almadies dans la capitale Dakar. Des acteurs ne sont pas au courant des activités. Toutefois, ces professionnels tentent de diagnostiquer les maux qui gangrènent le secteur du tourisme. Un dossier signé Ibou Diouf et Mohamed Dian. À la Pointe des Almadies, au village artisanal Serigne Salih Mbacké plus exactement, cette journée internationale du tourisme a presque échappé à ses acteurs. Ici, peu d'artisans sont au courant de cet événement. J'ai eu l'information au travers Internet. Quand j'ai ouvert ma page Facebook ce matin, que je me suis rendu compte que le Sénégal a choisi la France pour célébrer cet événement. Et c'est comme si on n'avait pas grand-chose à montrer aux touristes du monde. On n'était pas du tout au courant du tourisme. Et c'est désolé, surtout de la journée internationale du tourisme, et on est désolé pour quelqu'un qui ne vit que de ça. Nous tous dans le marché ici, on a voyagé un peu partout dans le monde et on ne vit que de l'art. Et le tourisme, on voit, ça recule de pas en pas et ça devient de plus en plus dur. Comment relancer le tourisme au Sénégal? Une question d'actualité. Un secteur qui fait face à beaucoup de difficultés. C'est une question d'administration, de gestion. Vous savez qu'être un ministre du tourisme, il faut savoir le gérer. C'est la marketing, c'est des contacts à l'extérieur. Mais il n'est pas question du tout de rester au Sénégal, d'attendre. Le tourisme là, actuellement, il est mort. Le tourisme est mort. Les Blancs ne sont pas là. Les touristes. Et le plus grand club qui avait souvent plus de 800 personnes par semaine a fermé ses portes. Et déjà, il faut des lieux. Et on a tendance à avoir des concurrences dans les quartiers, dans des belles maisons construites. Alors, on dit, je ne sais pas comment. En parlant du tourisme au Sénégal et de la relance du secteur, ces jeunes ont aussi leur mot à dire. Parce qu'en fait, au Sénégal, si vous voulez, il y a beaucoup de déchets dans la rue et tout. Donc les touristes ne sont pas vraiment attirés. Donc si on pouvait tout nettoyer, ce serait plus original et mieux pour les touristes. Le Sénégal, ils veulent devenir plus modernes, ce qui perpétue sur le tourisme. En fait, parce que le Sénégal, il veut changer pour devenir comme les Européens. Alors que les Européens, s'ils viennent au Sénégal, c'est pour voir la culture du Sénégal. Journée internationale du tourisme au Sénégal, les mots sont multiples. Cherté des titres de voyage, rareté des touristes, promotion de la destination Sénégal, entre autres. Autant dire que le nouveau patron du tourisme a du pain sur la planche. Justement, Ibou Diouf, comment relancer le secteur du tourisme au Sénégal, de l'avis de l'expert Mamadou Diallo, après le diagnostic des maux qui minent le secteur. Le reste est une question de volonté. Il précise que les 2 milliards alloués à la promotion de la destination Sénégal ne sont pas suffisantes, là où le Maroc, le Cap-Vert ou la Tunisie dépensent près de dizaines de milliards pour la promotion de leur destination. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Ibou Diouf. Les forums, les réunions, les congrès, les rencontres, les assises, je pense qu'on en a suffisamment fait. Le diagnostic des maux du secteur, le diagnostic a été fait et refait. Des recommandations ont été données. Maintenant, il faut que nous passions à la mise en œuvre. Et pour la mise en œuvre, le secteur touristique étant un secteur qui est tributaire un peu de la géopolitique à la fois et de l'économie internationale, il convient justement
pour aller vers l'efficacité, il convient d'agir et d'agir vite. Il convient de comparer un peu les budgets qui sont consacrés à ce secteur-là à des pays concurrents comme les îles du Cap-Vert, le Maroc, la Tunisie. On est dans des budgets qui tournent autour de 20 millions jusqu'à 50 milliards de francs CFA. Alors qu'ici, on n'a guère que 2 milliards. Et avec 2 milliards, c'est vrai que l'agence ne peut pas aller en tout cas loin. Le second point concerne un peu la mise en place de structures, de microstructures dans les terroirs. Et sous ce rapport-là, je crois qu'il convient de s'appuyer sur les 6 pôles que l'État a définis dans le cadre du PSE pour créer des structures qui d'ailleurs pourraient aider l'État dans sa recherche en tout cas de création d'emplois. Éducation à présent, une pléthore d'abris provisoires en manque de tables-bancs et des écoles sans clôture ni de blocs d'hygiène. Ce sont entre autres difficultés qui gangrènent le système éducatif à Médina Yoro Fula. Une réunion du CDD a permis aux autorités d'inviter tous les partenaires de l'éducation à se mobiliser pour un démarrage effectif de l'année scolaire le jour même de la rentrée. Un sujet signé notre correspondant sur place, Abdoulaye Diallo. Sur les 635 salles de classe des écoles élémentaires de l'IEF de Médina Yoro Fula, 236 sont en abri provisoire, ce qui constitue une des difficultés de l'éducation dans cette partie du pays. Dans la zone de Médina Yoro Fula, nous avons constaté qu'il y a une prolifération d'abris provisoires. Nous avons plus de 136 classes qui sont en abri provisoire. Cela pose un problème. Il y a aussi un problème de table-banc qui se pose. Il y a un problème aussi même de sécurité au niveau des écoles, parce que la plupart des écoles ne disposent pas de murs de clôture. Il y a aussi un manque assez important de latrines ou bien de toilettes, de blocs d'hygiène et même de points d'eau. Donc les conditions de travail sont relativement difficiles. L'IEF compte faire du concept Ubitei Djangetei une réalité à Médina Yoro Fula. Comme vous le savez, Médina Yoro Fula est presque constitué d'écoles qui sont en zone rurale. Donc il va falloir prendre des dispositions pratiques. C'est pourquoi donc, il faut, dès le premier jour de la rentrée, démarrer les cours et mettre aussi les élèves dans de bonnes conditions. Pour ce faire, on a besoin de l'appui, de l'engagement, surtout de tous les partenaires de l'école. En termes de perspective, nous avons décidé que le concept Ibitei Djangetei soit une réalité dans le département de Médina Yoro Fula. Tant les collectivités locales que les principaux, les proviseurs, que les partenaires de l'école se sont engagés, y compris les femmes et les jeunes, pour que ce concept soit une réalité. Malgré les difficultés, l'IEF de Médina Yoro Fula a enregistré d'excellents résultats aux derniers examens. Aussi bien au BFM, parce que nous avons eu 85,62%, le deuxième meilleur score au niveau national. Au CF aussi, nous avons réalisé un taux de réussite de 60,99%. L'accès à l'eau potable dans les établissements scolaires, la mise en place du matériel didactique, des fournitures scolaires, des manuels, des vivres dans les cantines et la construction des abris provisoires sont entre autres questions urgentes à régler pour un bon démarrage des enseignements-apprentissages à Médina Yoro Fula. Abdoulaye Diallo, la Sénélec récompensée grâce à un système de management efficient mis en place. La société OFNOR leur a décerné la certification ISO 2001. Le directeur général Mohamedou Maktar Sissé revient au micro de Aïssatou Paye et Modou Diop. Nous sommes réunis aujourd'hui dans ce cadre magnifique pour une remise de notre certification par la société AFNOR qui avait procédé à l'opération pour permettre à Sénélec d'obtenir une certification ISO 9001 version 2015. Dans le cadre des activités des grands comptes, les grands comptes qui sont une agence spéciale de Sénélec dédiée aux clients d'affaires, aux missions diplomatiques et à l'administration et à ses démembrements. C'est à peu près 8300 clients qui sont au niveau des grands comptes. Donc c'est à peine 1% de la clientèle de Sénélec, mais comme il a été dit et rappelé, ce 1% représente 44% de notre chiffre d'affaires. Après avoir fait d'importants efforts depuis quelques années, en collaboration notamment avec l'APIX et l'ouverture du guichet unique des grands comptes, pour réduire les délais de raccordement, accorder un maximum de facilité aux clients
et donc aider le Sénégal dans le classement d'une business, notamment 2016. Une première pour la Sénélec et j'espère peut-être pas la dernière parce que nous avons déjà commencé à travailler pour la certification du dispatching national, qui est la tour de contrôle de notre système électrique. Et c'est un sentiment de fierté pour les agents qui ont travaillé à ce résultat. Je vous l'annonçais également dans les titres, le phénomène du pari-foot chez les jeunes dakarois. Pour le sociologue Djiby Diakhaté, ce subit engouement peut être interprété comme un signe de désœuvrement chez les jeunes. Certains parents disent craindre que les études de leurs enfants ne soient menacées, mais le ministre de l'Éducation appelle à plus de vigilance face à la proximité des lieux de paris avec les établissements scolaires. Un dossier signé Moussa Ngom et Diafaraba. Un phénomène qu'il est désormais facile de constater dans les rues de Dakar les jours de match dans les championnats étrangers. Loisirs payants ou véritables sources de revenus pour la plupart, les paris sportifs sont devenus une occupation favorite pour grand nombre de jeunes, ce qui ne manque pas de soulever des inquiétudes. C'est un problème, vraiment, moi je ne suis pas pour, parce que presque tous nos enfants sont devenus des voleurs. Ouais. Ils ne font rien à l'école. Moi, je pense que cela n'est pas du tout bon, vraiment pas du tout. Et malheureusement, on constate que ce sont les plus jeunes qui s'y adonnent, et plus même que les adultes comme on avait l'habitude de le voir. Pour le sociologue Djiby Diakhaté, bien que le jeu et la distraction soient nécessaires dans la vie d'une personne, notamment jeune, il peut y avoir un revers à la médaille. Le jeu exprime, dans certains cas, une certaine oisiveté d'une certaine catégorie de la population qui, désœuvrée, vivant dans le malaise, n'ayant pas la possibilité de s'intégrer dans le tissu économique, s'adonne au jeu. Et si on ne fait pas attention, comme l'avait dit un journaliste à travers un ouvrage qui parlait du poker menteur, le jeu peut être une sorte de piège, une sorte de drogue dans laquelle l'individu s'enlise sans pour autant avoir les ressources de s'en sortir. Ça les rend paresseux à leur âge, car ils finissent par être habitués à gagner de l'argent facile, alors que même la religion interdit de pareilles pratiques. Un fait qui ne passe pas inaperçu également, c'est la présence des mineurs sur les lieux. Ce n'est pas appliqué. Tu vois des enfants de 10 à 15, 11 ans, 10 ans, 17 ans qui jouent. Ce n'est pas appliqué. Il faut contrôler les paris foot. Appliquer des mesures sévères. L'influence sur les études des jeunes joueurs serait également à craindre. Ça peut influencer les jeunes à ne pas apprendre les leçons. Un autre problème et une autre préoccupation pour les jeunes scolarisés, pour les jeunes étudiants, pour les jeunes élèves, c'est qu'il y a beaucoup trop de temps passé dans ces jeux qui fait que finalement le jeune oublie les études. Et ça peut avoir un impact négatif sur les résultats scolaires ou universitaires de l'élève ou de l'étudiant. Crainte d'autant plus justifiée que les lieux de paris sont présents même dans l'environnement scolaire, d'où l'intérêt d'une meilleure vigilance selon le ministre de l'Éducation. On doit appeler la vigilance des chefs d'établissement, des gouvernements scolaires, des établissements eux-mêmes, les élèves eux-mêmes doivent veiller sur ça, et des parents d'élèves. Il s'agit pour les enseignants, pour la direction des établissements scolaires, pour les élèves, pour les parents, pour les autorités locales élues, d'appeler l'attention des autorités administratives sur la présence de ces lieux de paris ou bien de débit de boissons ou de vente de boissons autour de l'école pour que les autorités administratives prennent les mesures d'évacuation. L'indignation de certains Sénégalais a même gagné les réseaux sociaux, mais l'attraction du jeu chez les jeunes, elle, augmente de match en match. Moussa Ngom, merci. L'actualité internationale à présent qui nous mène en Afrique du Sud, en Irak, en Arabie Saoudite et à Addis Abeba, le siège de l'Union africaine, où l'institution a haussé le ton contre le décret migratoire américain qui interdit l'accès aux États-Unis aux citoyens tchadiens. Le récit de Daniel Diouf. Injuste, c'est le qualificatif de la Commission de l'Union africaine pour juger l'inclusion du Tchad dans la liste des pays visés par le décret migratoire américain. Le décret qui souligne la présence sur le sol tchadien de différents groupes djihadistes comme le groupe État islamique, Boko Haram ou Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le président Donald Trump accuse le Tchad de ne pas partager de manière adéquate les informations sur la sécurité du public. Il ne coopère pas non plus avec le gouvernement américain. L'organe exécutif de l'Union africaine invite les États-Unis à tenir compte du rôle important joué par le Tchad sur les différentes lignes de front contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad, dans le nord du Mali
et dans le Sahel. Ils étaient des milliers de personnes à défiler ce mercredi dans les rues de plusieurs grandes villes sud-africaines à l'appel de la COSATU, la principale centrale syndicale du pays. Une marche pour exiger la démission du président Jacob Zuma et dénoncer la corruption de son gouvernement. La manifestation a rassemblé 5000 personnes à Johannesburg. Selon la COSATU, 13 manifestations ont eu lieu mercredi dans 9 provinces du pays. Jacob Zuma est cité dans des scandales politico-financiers qui plombent depuis des mois la fin de son règne. Il doit quitter ses fonctions de chef de l'État au terme de son second mandat en 2019. Les Kurdes d'Irak ont voté massivement pour le oui au référendum pour leur indépendance. Le oui l'a emporté avec 92%, selon les résultats officiels proclamés mercredi par la commission électorale. La victoire du oui ne sera pas immédiatement suivie d'une déclaration d'indépendance. Elle marquera plutôt le début de discussions sérieuses avec le pouvoir central irakien, selon le président turc. Quant au Premier ministre irakien, il appelle à l'annulation du référendum qu'il juge illégal. Il pose cette condition à toute négociation avec le Kurdistan. L'Irak précise que les aéroports kurdes seront fermés à partir de vendredi soir si le président kurde n'accepte pas d'arrêter ce mouvement vers l'indépendance. Enfin, le roi Salman d'Arabie Saoudite a signé ce mercredi un décret autorisant les femmes à conduire. Une victoire pour celles qui luttent depuis des années pour acquérir ce droit. L'interdiction de conduire pour les Saoudiennes remonte à 1957, mais il faudra attendre 1990 pour que des femmes se mobilisent collectivement contre cette interdiction. Le 6 novembre 1990, 47 femmes avaient conduit une voiture à Riyad, la capitale du royaume. Elles avaient été arrêtées, maintenues en détention pendant un jour et leurs passeports confisqués. À l'issue de cette protestation, plusieurs d'entre elles avaient perdu leur travail. Daniel Diouf, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Tout à l'heure, tout de suite même, vous avez le rendez-vous avec l'invité du 20h. Mamoudou Rakane, bonsoir.